Avant de vous laisser avec votre épisode, je vous rappelle ou je vous informe si vous ne le saviez pas que mon livre La philosophie, c'est pour vous aussi est disponible en précommande sur Amazon et sur le site de la Fnac, un livre publié aux éditions Larousse, 240 pages, 19,99 €, un livre dans le style qui est le mien, clair, concret, accessible. Si vous appréciez mon travail, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Précommandez-le dès aujourd'hui, les liens sont dans la description. Sur ce, place à votre épisode. Cet épisode est une capsule concept, un format d'épisode dans lequel j'explique une notion philosophique en moins de 10 minutes. Elles sont habituellement réservées à mes abonnés Patreon. Pour vous remercier de votre fidélité, je vous offre aujourd'hui la capsule concept sur la guerre. Bonne écoute. Qui a écrit, je cite, « La guerre est inhérente à l'humanité et doit durer autant qu'elle. Elle fait partie de sa morale. » La réponse n'est pas Sun Tzu, elle n'est pas non plus Clausewitz ou Machiavel, c'est Proudhon qui a écrit ça. Proudhon considérait en effet que la guerre était une constante de l'humanité et que c'était même l'un des facteurs essentiels de son évolution. Dans La guerre et la paix, il écrit également, je cite, « Si par impossible la nature avait fait de l'homme un animal exclusivement industrieux et sociable, et point guerrier, il serait tombé dès le premier jour au niveau des bêtes dont l'association forme toute la destinée. » Incroyable. Incroyable qu'un auteur anarchiste fasse preuve d'autant de pessimisme sur la nature humaine. Incroyable qu'un auteur anarchiste ne se range pas à l'idée de Kropotkin, selon laquelle c'est l'entraide qui est à la base de l'évolution humaine, et non pas la guerre. Mais le paradoxe se résout si on comprend que, selon Proudhon, d'une part, l'instinct guerrier est la matrice de l'instinct révolutionnaire, autrement dit, pas de révolution anarchiste sans cet esprit guerrier, et d'autre part, que Proudhon ne prône pas l'instinct guerrier, il le constate. De la même façon que quand Jeremy Bentham constate l'égoïsme de l'homme, qu'il en fait le moteur de ses comportements, y compris de ses comportements moraux, cela ne l'empêche pas d'inviter l'homme à surpasser son égoïsme dans le cadre d'une morale utilitariste. Dire que la guerre est inhérente au genre humain, ce n'est d'ailleurs pas une idée philosophiquement scandaleuse. Certains philosophes sont même allés beaucoup plus loin. Par exemple, Héraclite, dans l'Antiquité, faisait de la guerre non seulement le propre de l'humanité, mais même le propre de la réalité. Il appelait ça le polémos, qui a d'ailleurs donné le mot polémique. Et le polémos, c'est l'incarnation du principe de séparation. Parce que pour Héraclite, tout dans le monde se présente sous une forme divisée et mobile. Mobile parce que divisé, divisé parce que mobile. Il y a dualité, donc séparation, à partir du moment où il y a mise en mouvement. Et dès lors qu'il y a mise en mouvement, il y a collision, il y a confrontation des éléments entre eux. Une idée qu'on retrouve aussi bien dans la dialectique socratique que dans la dialectique hegélienne puis marxiste. L'idée que l'esprit et le réel sont mus par la confrontation. Confrontation des points de vue, de laquelle émerge la vérité selon Socrate. Confrontation des consciences, de laquelle émerge l'Aufhebung chère à Hegel, l'autosurpassement. Confrontation des classes sociales, aboutissant à la société sans classe. Et si Hegel disait que la guerre faisait la santé des peuples, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il considérait que toute guerre, que tout conflit, était nécessaire à la régénération, comme quand on brûle l'épiderme pour que la peau se renouvelle. Mais si la guerre est une constante de l'histoire humaine, elle est aussi, nous disent certains auteurs, l'état originel de l'humanité dont nous sommes sortis et dans lequel nous ne replongeons que malencontreusement. C'est ce que dit Hobbes quand il explique que l'état de nature est marqué par la guerre de tous contre tous, ce qui ne sera d'ailleurs pas la position d'un John Locke ou d'un Rousseau, pour qui l'état de nature est un état de paix.
Mais pour Hobbes, l'homme est naturellement enclin à la guerre, il est naturellement enclin à la violence, parce qu'il est dominé par ses passions, par son désir de possession, et que dans un état où il n'y a pas de loi, où la seule loi qui prime, c'est la loi du plus fort, la guerre est inéluctable. Il y a guerre dès lors qu'il n'y a pas canalisation des affects guerriers, dès lors qu'il n'y a pas neutralisation de ces affects par la peur du châtiment. Quand les hommes ont jugé que la guerre de tous contre tous n'était pas dans leur intérêt, puisqu'il n'est dans l'intérêt de personne de pouvoir mourir à tout moment, ils ont passé un pacte, nous dit Hobbes, par lequel ils ont délégué leur pouvoir à un souverain désormais seul détenteur de la violence légitime. Les hommes ont alors déposé les armes, mais en les déposant, ils les ont transférées. Pour autant, ce transfert de souveraineté a-t-il mis un terme à la guerre? Pour le dire autrement, la guerre a-t-elle cessé quand les hommes ont décidé de faire la paix entre eux? Non, puisqu'alors la guerre s'est simplement déplacée. Elle est passée du conflit opposant les individus au conflit opposant les États. D'où la phrase de Rousseau qui dit, je cite, « La guerre est une relation non pas entre l'homme et l'homme, mais entre l'État et l'État. » Et c'est d'ailleurs un paradoxe qu'il faut noter, que ce soit en temps de guerre, que les relations internes sont souvent les plus apaisées, que l'union du peuple, la fameuse union nationale, est la plus forte. Si l'union fait la force, l'adversité fait l'union. Quand on a un ennemi commun, on se rassemble, on fait front, et on oublie nos anciennes querelles. La guerre apparaît alors comme une modalité paradoxale de la paix intérieure. Ma formule n'est évidemment pas innocente. Paix intérieure, paix à l'intérieur de l'État. Paix entre les membres du même groupe. René Girard disait « Le groupe a besoin d'un ennemi commun, le fameux bouc émissaire, pour expurger les tensions et réaliser l'unité. C'est par la détestation commune de l'altérité que s'obtient et se consolide l'identité. » Et en réalité, on trouvait déjà cette idée dans l'Antiquité, avec la distinction entre deux types de guerre, deux types de conflits. Le polémos, donc, qui désigne la guerre contre l'étranger, et la stasis, qui désigne la guerre contre soi-même. Contre soi-même, c'est-à-dire au sein d'un même groupe. La guerre civile. Quand le polémos unit la communauté, la stasis la divise. Elle fragmente, elle morcelle, et elle précède l'effondrement. Et parmi toutes les causes possibles de la guerre civile, parmi toutes les causes possibles de conflits meurtriers qui se nouent au sein d'une même communauté, on trouve l'hubris qui se matérialise dans le désir de vengeance. Selon l'idée que les êtres humains sont porteurs d'une hubris, sont porteurs d'un désir incontrôlé, qui ne trouve parfois à s'incarner que dans ce que Freud appelait la pulsion de mort. Pulsion de vie, pulsion de mort, Eros et Thanatos. La pulsion de mort, c'est la pulsion destructrice issue de la rivalité, qui, si elle n'est pas détournée de sa destination initiale, peut conduire à l'autodestruction. D'où l'émergence de la catharsis comme détournement et mode d'évacuation de la pulsion de mort, sous la forme de rituels, sous la forme de jeux, de matchs, à l'issue desquels il n'y aura qu'un seul vainqueur, mais dont tout le monde sortira vivant. Un seul vainqueur, mais tout le monde se sera battu. Tout le monde se sera battu, donc tout le monde aura épuisé sa pulsion. Et ainsi, tout le monde rentrera apaisé, en paix avec les autres et avec soi-même. Qui veut la paix prépare la guerre, dit l'adage romain. Qui veut la paix doit faire le nécessaire pour éliminer son désir de guerre.